Bonsoir, merci d'assister à ce live Studierama TV consacré ce soir à l'école des métiers de l'environnement, école d'ingénieurs. Je reçois pour en parler Marie-Dominique Decailleux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de cette école en particulier. Alors vous allez tout nous dire dans quelques instants sur l'école, ses programmes, les modalités d'admission. Et pour commencer, je vais vous poser 10 petites questions par lesquelles vous allez répondre par oui, tout simplement oui ou non, pour cerner un peu le conducteur de ce live. Peut-on qualifier le ME d'école spécialisée? Oui et non. Le diplôme d'ingénieur de l'EME est-il habilité par la CTI? Oui. Avez-vous un seul campus d'implantation? Oui. Peut-on intégrer l'école après le bac? Oui, tout à fait. Recrutez-vous des candidats en admission parallèle? Aussi. Votre cursus ingénieur est-il proposé en alternance? Oui, sur la dernière année. Outre le cursus ingénieur, avez-vous des programmes du type bachelor, MSc, master spécialisé? Oui, donc ces 3 programmes. Êtes-vous axé sur l'international? Oui. Est-il difficile de trouver un emploi dans vos métiers? Pas trop. Alors justement, l'environnement, quels sont les enjeux de ce secteur, du développement durable, de l'environnement, enfin tout ce qu'on trouve derrière ce vocable? Essayez de nous donner un petit peu des pistes et de nous dire ce qu'il en est. Alors, beaucoup d'enjeux aujourd'hui parce que on sait bien que tout ce qui est relatif à la qualité de vie et à la qualité de l'environnement est important. On y attache beaucoup plus d'importance qu'avant. Et aujourd'hui, il faut faire attention à la façon dont on vit et dont on génère des impacts sur l'environnement et savoir les évaluer, les maîtriser et surtout les réduire. Donc l'enjeu est là de réduire les impacts sur l'environnement des activités humaines. Quels sont les métiers? Parce que c'est vrai qu'on cerne un peu l'environnement, il y a beaucoup de politiques qui sont conduites en faveur de l'environnement et de mesures en faveur du développement durable. Mais quels sont les métiers qui s'y rattachent, évidemment à ce à quoi vous allez préparer? Alors, différents types de métiers, des métiers qui vont être très scientifiques autour du génie des procédés de dépollution, savoir dépolluer l'air, les effluents, l'eau, le traitement des eaux, le traitement des déchets, et puis aussi toute une catégorie de métiers où on va évaluer des situations, on va faire un diagnostic et on va être force de proposition pour améliorer la situation. On est souvent dans une démarche qu'on appelle d'amélioration continue pour diminuer les impacts sur l'environnement. Et puis on a aussi tout ce qui est en amont, c'est-à-dire que des impacts, on en génère. Alors j'utilise beaucoup ce mot impact, mais il est au cœur de l'école. On génère des impacts, mais on a aussi des solutions pour essayer en amont de générer moins d'impact. Donc là, on est sur des thématiques d'éco-conception et donc ce sont aussi toutes ces thématiques et ces méthodologies qu'on apprend dans l'école. Alain vous demande, puisqu'il nous regarde, Alain vous demande quelles sont les grandes tendances du recrutement. Est-ce que ce n'est pas un effet de mode? C'est vrai qu'il y a une question qui a été posée par un internaute et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, les écoles ont beaucoup développé de programmes en la matière. Est-ce que ce n'est pas un effet de mode? Vous êtes sur cette tendance pérenne? Alors, l'effet de mode, il est plutôt dans les mots. Le mot développement durable, le mot transition énergétique, mais derrière, on a un réel enjeu, un réel besoin de travailler sur ces sujets-là. Donc on est passé du développement durable à la transition énergétique. Et c'est un peu la même chose. Là, on est plus on se focalise sur les questions d'énergie, mais toujours dans cette même idée de développement durable finalement. Et ce sont plus les mots qui font la mode que ce qu'il y a derrière, qui sont vraiment des thématiques importantes. Qu'est-ce qui les distingue quelque part? Parce que pourquoi est-on passé il fallait donner un autre élan, un autre effet de mode? Ça peut être un peu ça. Ça peut être un peu ça. Le développement durable est bien structuré en un volet environnemental, mais aussi un volet économique, un volet social, voire sociétal. Il a pris sa place dans pas mal de démarches. Aujourd'hui, on a voulu mettre l'accent sur ce qui était énergétique, mais finalement, ça croise toutes ces notions qui sont présentes dans le développement durable. Alors justement, vous êtes présent sur cette transition énergétique ou vraiment c'est le traitement traitement des déchets vous avez quand même vous avez cerné quand même un domaine en particulier? Alors la transition énergétique, elle est aussi partout parce que le traitement des déchets, il y a beaucoup de questions d'énergie derrière le traitement des déchets. D'ailleurs, on parle de traitement des déchets, mais aujourd'hui on va essayer plus de parler de ressources aussi parce que les déchets doivent devenir des ressources.
Et ça, c'est important. Et donc, l'aspect énergétique se cache aussi bien derrière les déchets que derrière le traitement des effluents, parce qu'on consomme de l'énergie pour traiter les effluents, mais aussi parce qu'on peut en récupérer en les traitant. Et donc, toutes ces thématiques sont imbriquées les unes dans les autres. Alors, votre école propose plusieurs programmes. Vous êtes connu pour le cursus ingénieur, et nous y reviendrons, mais vous êtes moins connu pour le bachelor, et notamment un bachelor en 3 ans. C'est rare dans une école d'ingénieur de trouver ce type de programme. C'est rare. Alors, le bachelor, on l'a construit parce qu'on a vu la demande de jeunes qui n'avaient pas forcément un parcours scientifique et leur demande d'aller vers les métiers de l'environnement. Et on a voulu trouver une solution pour y répondre. Alors, la particularité de l'école, c'est qu'effectivement, ce bachelor qui permet aux jeunes de trouver des débouchés dans l'environnement par rapport à un cursus qui est plus orienté management, leur permet aussi de bien connaître un certain nombre d'éléments qui sont les éléments qui font le cœur de l'école et qu'ils peuvent apprendre facilement parce qu'ils sont dans l'école d'ingénieurs et qu'ils ont accès à du matériel, à des équipements qui leur permettent de bien visualiser les choses. Quel est l'intitulé de votre bachelor précisément? Coordinateur environnement. Comment y rentre-t-on? Quelles sont les modalités d'admission? À qui ça s'adresse-t-il en particulier? Alors, le bachelor s'adresse à des jeunes qui ont le bac, donc en 3 ans après le bac. Mais en 3 ans, ça veut dire aussi qu'on peut y rentrer en 2e année ou en 3e année, suivant le cursus, suivant ce qu'on a pu faire précédemment. On accueille des jeunes en réorientation, mais on accueille aussi en particulier sur la dernière année des personnes qui vont être en reconversion. Et il y a beaucoup de débouchés pour les Bac plus 3 parce que c'est un format déjà qui évolue dans le monde de l'entreprise, mais dans la partie scientifique, c'est un niveau de sortie qui est encore moins connu. Oui, le Bac plus 3, il y a des opportunités, en particulier dans des entreprises de taille moyenne, où ce niveau-là va bien convenir, sachant que les élèves qui sortent de ce bachelor vont savoir faire un diagnostic d'une organisation, d'une entreprise, d'une collectivité, et vont pouvoir ensuite être force de proposition pour faire avancer les choses et avoir des actions à mener sur les déchets, sur l'eau, sur le développement durable, sur la sensibilisation, sur un certain nombre d'éléments. Donc les débouchés existent. Néanmoins, aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de jeunes qui ont envie de continuer, qui prennent goût aux études, qui ont, tant mieux, de la curiosité pour continuer à apprendre. Et donc, on peut leur proposer aussi de continuer après ce bachelor. Peuvent-ils intégrer votre cursus ingénieur dans la foulée de leur bachelor? Alors, le cursus ingénieur, c'est difficile parce que les 3 années de bachelor ne sont pas des années scientifiques. Pendant que les élèves travaillent sur de la gestion de projets, des méthodes collaboratives, des sujets nouveaux aussi pour apprendre à travailler en groupe, à gérer des projets, les élèves qui sont en ingénieur sont sur les sciences fondamentales. Et donc, il n'est pas facile de reprendre le cycle ingénieur après avoir fait bachelor. Donc en somme, votre cursus bachelor, c'est quelque chose de très pragmatique. On entre dans le vif du sujet directement après le bac. Oui, c'est vrai qu'on entre assez vite dans le vif du sujet. Il y a des stages, il y a des séjours à l'étranger. Oui, il y a beaucoup de stages et des séjours à l'étranger aussi qui sont possibles. Donc des stages de toute façon chaque année et puis le séjour à l'étranger avec Erasmus, puisque toutes les formations peuvent bénéficier de ce système à l'école pour 6 mois à l'étranger. C'est un séjour d'études? Séjour d'études. Les stages sont possibles aussi à l'étranger. Les élèves choisissent souvent les études. Pour se familiariser avec la langue. Pour peut-être des durées plus longues, se familiariser alors avec l'anglais parce que effectivement, si on a des conventions avec beaucoup de pays en Europe, les enseignements se passent toujours en anglais. Le choix d'une période longue dans un milieu estudiantin aussi est quelque chose qui plaît bien aux élèves. Qu'est-ce qu'il faut fournir à l'entrée? C'est un dossier, c'est un entretien. Y a-t-il des lettres de motivation? Faut-il justifier d'un niveau, peut-être en langue, peut-être un niveau scientifique évidemment? Alors pour le bachelor, il faut avoir le bac et surtout il faut être motivé. C'est-à-dire qu'on a un dossier à remplir, il faut le télécharger sur le site internet de l'école et on demande un CV, oui, et une lettre de motivation. Et
on convoque, a priori, le jeune à un entretien et c'est là que la balle est dans son camp pour nous montrer qu'il a vraiment envie de faire ces études-là. Alors l'anglais, non, ce n'est pas un prérequis pour rentrer à l'école. Les élèves ont une semaine chaque année avec leur promotion à l'étranger. Donc les 2 premières années avec des cours de langue pour les aider à progresser de façon significative parce que l'objectif c'est qu'ils soient quand même capables d'utiliser l'anglais professionnellement en fin de cursus. Donc une semaine à vocation linguistique en première année, la même chose en deuxième année, et puis en fin de cursus en troisième année, une semaine d'études où là ils ont l'occasion de visiter un certain nombre d'installations, d'avoir des conférences en Angleterre. Certains choisissent d'entrer sur le marché du travail à l'issue de leur bachelor, d'autres choisissent de poursuivre. Est-ce que vous avez des pistes de poursuite d'études ou poursuivre vos diplômés? Alors, en poursuite d'études, nous, ce qu'on leur propose, c'est un Master of Science qu'on organise avec l'école de commerce de Rennes. Et là, c'est une formation qui est en anglais, donc ça les aide à aller plus loin encore sur l'anglais et qui couple tout ce qui est éco-innovation et puis marketing, parce que c'est vrai que on est management, mais quand même bien orienté sur les filières techniques, sur tout ce qui est déchets, traitement des sols, traitement des eaux, traitement de l'air. Et l'aspect management est renforcé par ce Master of Science. Ça permet aux jeunes de se confronter aussi à d'autres qui ont suivi d'autres parcours. Et la diversité, pour nous, est quelque chose de très important. Donc vos bachelors peuvent rejoindre d'autres candidats issus d'autres formations dans ce MSc. Il est anglophone exclusivement? Oui, oui. Donc il faut un bon niveau d'anglais. Donc là, il faut un bon niveau d'anglais. Donc à l'issue du bachelor, avec un bon niveau d'anglais, mais le jeune a eu des semaines en Angleterre, a eu l'occasion d'aller en Erasmus 6 mois à l'étranger, donc a priori se débrouille largement bien avec un niveau professionnel en anglais pour continuer ses études en anglais. Ce MSc est donc ouvert à d'autres candidats? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Alors, en général, on a un tiers d'élèves qui vient de l'école des métiers de l'environnement, un tiers d'élèves qui vient de l'école de commerce de Rennes, et puis un tiers d'élèves à venir de l'extérieur, de pays divers et variés, du Mexique, de la Chine, qui fait non seulement une formation en anglais pour des Français, mais logiquement aussi pour des élèves de nationalités différentes. C'est c'est une double formation. Donc, qui dit double formation dit double compétence. C'est en général une double compétence très prisée par les entreprises. Quel est leur avis, notamment dans ce domaine qu'est l'environnement? Alors les entreprises sont plutôt intéressées d'avoir des jeunes qui soient plus adaptables en fait et qui connaissent déjà des cultures différentes, parce qu'on a l'habitude en France de pas avoir quand même en école de commerce, en école d'ingénieur les mêmes profils, et là on a effectivement des jeunes qui sont beaucoup plus ouverts et qui ont non seulement des connaissances donc en environnement acquises à l'école des métiers de l'environnement, mais aussi la capacité de les exploiter beaucoup plus par ce qu'ils peuvent acquérir avec les enseignements dispensés par l'école de commerce. Comment ça se passe? Et ils ont pour partie des cours dans votre école, des cours Voilà. dans l'école de commerce? Ça se répartit sur les 2 sites, le site de l'école de commerce à Rennes et puis le site de l'EME. L'école de commerce prenant les enseignements, à mon avis, de gestion, de management, Voilà. le volet académique, managérial, et vous-même sur les matières scientifiques. Il y en a beaucoup ou c'est très très spécialisé? Alors, il y a beaucoup d'enseignement scientifique. D'enseignement. Alors scientifique, c'est pas vraiment le mot qui convient, parce que c'est pas scientifique au sens où on va écrire des équations, où on va faire appel à des phénomènes qu'on va décrire, on va dimensionner, non, on est plutôt dans la compréhension de filières, par exemple sur du traitement des déchets, être capable de comprendre l'ensemble des étapes, mais sans pour autant avoir de la quantification. Donc on n'est pas sur ces profils-là, on est moins quantifiant, donc moins scientifique, on va dire. Et donc là, on arrive bien à effectivement mélanger les élèves et à faire en sorte que tous ensemble puissent progresser de façon intéressante. Donc ça, c'est dans la foulée, éventuellement d'un bachelor ou c'est un programme ouvert, le MSc, à d'autres candidats qui se préparent en parallèle de votre cursus ingénieur, qui est quand même votre cœur de métier. École d'ingénieur, c'est le cursus ingénieur qui
qui pas prévaut, parce qu'il y en a d'autres, ils sont autant de valeurs, mais c'est quand même l'essentiel de votre cœur de métier. Comment entre-t-on à l'EME, cursus, enfin école d'ingénieur? Alors le cursus est proposé en 5 ans, donc on entre pour les élèves qui sont en terminale, après le bac et avec APB par ce système-là, sur dossier et entretien. C'est-à-dire que quand on est sur APB, le dossier il est dans APB, hein, on a les éléments de dossier concernant chaque élève et on convoque les élèves à un entretien de motivation. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour l'école c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qu'on veut c'est des jeunes motivés. Les jeunes motivés sont capables de se surpasser et c'est ça qui nous intéresse. Juste une petite question, le bachelor n'est pas sur APB, c'est un concours qui vous est propre? Voilà, le bachelor n'est pas sur APB, il est simplement sur dossier et entretien. Et donc, du point de vue des délais, l'admission en bachelor se fait en continu, sans date imposée. On ne s'inscrit pas sur APB. En revanche, l'école d'ingénieur, le cursus ingénieur EME est accessible donc après le bac via la procédure APB. Mais c'est un concours qui vous est propre, vous n'êtes pas rattaché à un concours commun. Alors oui, en fait ce n'est pas vraiment un concours dans l'idée où il n'y a pas d'épreuve spécifique. C'est le dossier de l'élève qui est étudié et il vient compléter avec sa motivation par un entretien. Donc on n'est pas là pour apporter un stress supplémentaire aux élèves. Il y a déjà l'année de terminale qui n'est pas facile. Il y a le bac à passer, à préparer. Donc nous faisons confiance au dossier que nous avons sur le lycée pour pouvoir évaluer les élèves. En revanche, il y a une date fatidique de s'inscrire et de choisir l'EME avant avec le 20 mars. APB, voilà. Avant le 20 mars de chaque année. Tout à fait. Du 20 janvier au 20 mars. Alors, donc et qu'attendez-vous de vos candidats lors de cet entretien de motivation? Parce qu'ils sont jeunes quand même. Quel type de questions, sans dévoiler le secret des dieux, mais quel type de questions posez-vous parce qu'il faut quand même leur rendre... Enfin, ils sont quand même à peine 18-19 ans. C'est vrai qu'ils sont jeunes. Alors, les entretiens sont collectifs, ce qui les aide à prendre leur place au sein d'un groupe de jeunes comme eux, hein, de lycéens. Donc on est en général à 1 ou 2 face à 4 ou 5 jeunes. Et l'objet, c'est de les faire parler de l'environnement. Qu'est-ce qui les préoccupe dans la vie quotidienne sur l'environnement? Est-ce qu'ils ont des comportements qui sont déjà un peu responsables et qui les font réagir par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui de l'environnement? Donc leur capacité à non seulement à s'exprimer sur ces sujets-là, mais aussi à réagir par rapport à ce que d'autres vont pouvoir dire. Donc on essaye d'instaurer une discussion quelque part. Et puis ça va très bien. Les élèves il y en a toujours qui ont plus de facilité à se jeter à l'eau et ils ont un effet d'entraînement. Et on peut réellement voir si ces lycéens ont envie de venir à l'école, de faire ses études et d'avoir un parcours professionnel dans ce domaine. Vous les jugez également face à face? En ce qui concerne les lycéens, non. D'accord, c'est un entretien collectif autour voilà, de la problématique c'est un entretien collectif parce que on considère que d'un point de vue scolaire, on a les éléments dans le dossier. Alors, il y a Aurélie qui vous demande, eu égard à votre cursus ingénieur, qu'est-ce que le génie industriel environnement, qui en fait l'intitulé du cursus ingénieur. Donc, quelle est, et derrière ça, elle dit, pardon, j'ai l'impression que l'industrie et environnement sont deux notions contradictoires. Alors, le génie industriel, déjà, c'est une notion qui représente bien le métier de l'ingénieur. Derrière le génie industriel, on a tout ce qui est procédé, on a tout ce qui est évaluation. Donc ça, c'est une base importante qui est derrière chaque diplôme d'ingénieur. Le génie industriel de l'environnement, toutes ces questions d'ingénieur, ces questions de mécanique des fluides, ces questions de résistance des matériaux, eh bien, on les applique à l'environnement. Et là, on est effectivement dans le génie industriel de l'environnement. On va par exemple être sur une station d'épuration et voir comment ces procédés, on peut les appliquer dans ce cas de figure-là. Donc nos applications vont toujours se situer dans le cadre de l'environnement et des questions des entreprises pour l'environnement. Donc c'est ça le génie industriel, donc généraliste de l'environnement, notre domaine d'application propre. Alors vous m'avez dit environnement et industrie.
de notions contradictoires. D'après Aurélie. Alors, environnement, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire l'environnement naturel, les papillons, les fleurs, les oiseaux. On en parle aussi dans le cursus parce que certes, l'industrie va perturber ce milieu naturel. Donc le milieu naturel, il faut que les ingénieurs le connaissent pour savoir évaluer les perturbations du milieu naturel. Néanmoins, quand on parle du génie industriel de l'environnement, on est bien dans les entreprises pour voir quels sont leurs impacts sur l'environnement. On n'a pas d'opposition réelle, on a des effets, des conséquences de l'industrie sur l'environnement et donc il faut savoir les prendre en compte pour pouvoir progresser en ayant toujours moins d'impact sur l'environnement. Pour revenir à vos niveaux d'admission, Yves Vivian vous demande si on peut intégrer votre école avec un DUT. Oui, lequel à la rigueur? Avec un DUT, effectivement, déjà un bac+2, on peut intégrer l'école. Si c'est un DUT scientifique, on va dire, on peut faire un dossier pour le cycle ingénieur, donc avoir 3 ans d'études pour avoir le diplôme d'ingénieur. Donc là, on aura des DUT en génie biologique de l'environnement, par exemple, mesures physiques, génie chimique. Donc ces sujets-là, ces DUT-là, ouvrent la porte de façon très naturelle au cycle ingénieur. BTS aussi. Un BTS, alors des BTS comme gestion et maîtrise de l'eau, pourquoi pas. Là, c'est vrai qu'on demande aux jeunes un niveau meilleur parce que ils ont fait moins de sciences pendant leur BTS. Il va falloir qu'ils se mettent sur un rythme un peu plus difficile peut-être pour eux. Donc on est plus attentif sur les dossiers. Mais on regarde les dossiers, on étudie les dossiers. Donc. En revanche, les prépas, vous les recrutez sur concours? Alors, ça dépend des prépas. Les prépas MP, PC, PSI sont sur le concours E3A. Et donc là, la procédure classique de ce concours, avec un entretien à l'école pour les élèves admissibles. Donc on est toujours sur le mode entretien. On recrute des élèves qui sont venus à un entretien à l'école quoi qu'il arrive. Pour les prépas BCPST, par contre, là on est sur dossier et entretien. D'accord. On précise aussi que pour les bacs, donc cette fois-ci l'entrée en première année du cursus de 5 ans, vous prenez également des bacs technologiques et des STAV. Alors voilà, on prend quelques bacs STI 2D, c'est en particulier ce bac dédié au développement durable. On trouve ça dommage de ne pas ouvrir quand même une opportunité pour ces élèves-là pour aller vers le diplôme d'ingénieur. Alors le cursus en terminale sur tout ce qui est scientifique est plus léger, le programme est moins important. Donc ce qu'on fait, c'est que sur le premier semestre de classe intégrée, on a des sciences qui sont renforcées pour ces élèves-là. Et donc on les sollicite moins sur des projets, puisque dès la classe prépa intégrée, il y a des projets, il y a des stages. Donc ces élèves qui ne viennent pas d'ES, mais qui viennent quand même de sections scientifiques, ont la possibilité d'intégrer la classe intégrée et sur le premier semestre ont une adaptation en fait. D'accord. Mais à vous entendre, le cycle papa intégré, c'est pas forcément que des maths à haute dose, comme on peut le voir en prépa, par exemple en CPGE classique. C'est un ensemble, un alliage de stages, de côté pragmatique, côté pratique, scientifique, très scientifique aussi. La prépa intégrée n'est pas manifestement la prépa classique. Alors c'est une prépa intégrée, c'est vrai que son objectif c'est de mettre déjà les élèves dans dans le sens, dans le bain de l'environnement et dans le sens du choix qu'ils ont fait. Donc certes, ils ont des maths, de la physique, de la chimie, de la biologie aussi puisqu'on est forcément pluridisciplinaire. Donc ces matières-là sont là bien présentes dans le cursus et c'est quand même le cœur de la formation. Mais à côté, s'ils sont à l'école, c'est pour commencer à comprendre aussi les métiers de l'environnement. Donc ils ont un stage d'observation chaque année de 15 jours où ils trouvent un ingénieur en environnement, ils l'observent pendant 15 jours. Quand ils reviennent à l'école, on a un débat qui est organisé pour qu'ils échangent sur ce qu'ils ont pu voir et qu'ils comprennent la diversité des métiers en environnement. Et puis ils ont des projets aussi chaque semestre, un projet pour non seulement voir ce qui se passe autour d'eux sur ce domaine-là, mais aussi commencer à être capable de travailler en groupe, de s'exprimer devant la promotion et d'être capable de prendre en main un certain nombre de compétences
compétences qui sont pas les compétences scientifiques, mais qui sont importantes pour l'ingénieur. Et tout ça se prolonge dans le cursus ingénieur. Vous avez 3 options au terme de ce cursus. Quelles sont-elles et à quoi mènent-elles? Alors, on a 2 options qui sont faites à l'école, qui sont d'une part analyse et procédé, donc là pour les élèves qui ont vraiment envie de rentrer dans tout ce qui est expérimental et dans les procédés, dans les toucher un peu ce qui se passe d'un point de vue physico-chimique, biologique. Donc une première option. Une seconde qui est plus méthodologique, alors c'est éco-management. Là on va être sur de la normalisation, quelles sont les normes qui s'appliquent à l'environnement, puisqu'en management de l'environnement particulier, il y a un certain nombre de normes. Il y a l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie. Donc cette deuxième option où on travaille des méthodologies. Et puis les élèves peuvent aussi faire un master, donc à l'université. On a des partenariats avec l'école des mines de Saint-Étienne, par exemple, pour que les élèves puissent faire un master, pour ceux qui auraient envie finalement de continuer sur la recherche. Donc là, ils substituent la dernière année d'école par un master. Bobo, c'est un pseudo, vous demande est-ce que beaucoup de candidats, si vous avez beaucoup de candidats à l'entrée de l'école, dans les différents cursus, quels sont les taux d'intégration? Quelque part, il demande quelles sont ses chances de réussite. Alors, on a à peu près 2 fois plus de candidats que de places. On sélectionne, comme je l'ai dit, les candidats motivés qui ont le dossier suffisant pour réussir et qui sont motivés. C'est-à-dire que si on sélectionne un élève, c'est vrai que le dossier doit être suffisant parce qu'on le sélectionne pour qu'il réussisse. L'objet, c'est que la scolarité se passe bien. Madeleine vous demande quels sont les enseignants à l'EME et si ce sont des professionnels qui sont en exercice en entreprise. D'ailleurs, quelles sont vos entreprises partenaires? Avec qui travaillez-vous? Quels sont les grands noms de ce métier, puis ceux qu'on ne connaît pas forcément? Et vous demande s'il y a aussi des personnes au parcours très académique. Alors, pour les parcours très académiques, on a des enseignants-chercheurs, 6 enseignants-chercheurs qui sont présents, permanents dans l'école, sur des thématiques, alors sur la chimie de l'eau, sur l'écologie industrielle aussi, des sujets qui s'ouvrent en méthodologie, qui sont un peu différents de ce qu'on peut voir tous les jours dans le milieu de l'environnement, sur le développement durable, sur le traitement de l'air. Donc là, on a des enseignants-chercheurs qui sont enseignants, qui font de la recherche aussi, de façon classique, avec des équipes rennaises, puisque l'école est sur Rennes, avec l'école de chimie de Rennes, avec l'école des hautes études en santé publique, qu'on a la chance d'avoir aussi sur Rennes. Et là, on est sur des thématiques santé-environnement. Donc oui, une activité de recherche pour des enseignants-chercheurs, pour ceux-là qui sont académiques, on va dire, dans leur profil. Et puis, des enseignants, alors qui sont sur des matières un peu connexes, moins dans le cœur d'activité de l'école, qui pour eux vont pouvoir venir d'autres établissements. On peut avoir des enseignants en informatique qui viennent d'un établissement du campus pour faire les cours d'informatique à l'école, et on a aussi des professionnels qui contribuent aux enseignements. Campus de Kerlan, entendons-nous. Campus de Kerlan. À Rennes, où il y a beaucoup d'écoles qui sont implantées. Et Quentin s'interroge vous demande quels sont les points forts de la vie étudiante à l'EME. Alors, est-ce si isolé que ça, Rennes et le campus de Kerlan? Et comment vit-on sa vie d'étudiant? Je pense qu'on y vit très bien, surtout pour des élèves qui ont le goût de l'environnement. Déjà, le campus, c'est un campus à l'américaine. On a des étangs, on a des étendues d'herbe, on a des couleurs magnifiques, quelles que soient les saisons. Donc déjà, le cadre est agréable. C'est important pour nous. On ne serait pas dans un cadre trop industrialisé. Donc un cadre agréable, des grandes écoles sur ce campus. L'école normale supérieure de Rennes, l'école de statistique, les CAM Rennes, et puis une vingtaine d'établissements de formation aussi au total. Donc une école d'ostéopathie, une école d'avocats, donc une diversité d'étudiants sur le campus. C'est un campus où on a un restaurant universitaire, où on a des résidences qui est bien identifié comme campus.
et où la vie est à deux niveaux. D'une part dans l'école, la vie associative dans l'école. Donc les élèves ont fait le 4L Trophy, ont des activités classiques, je vais dire, d'élèves d'école d'ingénieurs, de BDE, de week-end de cohésion, de gala, donc tout y est. Des associations aussi sur la solidarité, parce que c'est vrai qu'avec l'environnement, on sent une fibre quand même solidaire, humanitaire. Voilà, donc une vie bien active au sein de l'école de la musique, alors suivant les années, un club des arts qui va être plus photo, qui va être plus musique, ça dépend des élèves aussi. Alors, il y a donc le programme post-bac, que l'on peut intégrer en admission parallèle, le programme bachelor qui, lui, accueille également des bacheliers et des admis parallèles. Et vous avez également donc, le MSI, qui accueille cette fois-ci des bac plus 3. Vous avez également un programme master spécialisé. Donc là, on entre dans une sphère très professionnalisante, qui s'adresse à un public différent. Quel est-il? Qui sont les candidats à ce master spécialisé et quelles sont les prérogatives de ce MS et son intitulé d'ailleurs? Alors le master spécialisé, il est ciblé sur l'écologie industrielle et l'économie circulaire. Effectivement, c'est un sujet aujourd'hui qui commence à rentrer sur les territoires parce que on a dans les entreprises, dans les organisations, dans les collectivités, des personnes qui, quand même depuis un certain temps maintenant, ont pris en main des démarches pour l'environnement, pour le développement durable dans leur entreprise, dans leur organisme. Ces personnes aujourd'hui regardent plus loin, ont envie de faire autrement et de faire autrement, j'ai envie de dire, avec leurs voisins. Parce que si on peut s'améliorer en interne, l'amélioration maintenant, quand on a tout fait en interne, elle passe par le territoire. Et donc cette formation a pour vocation d'expliquer, de donner les outils pour pouvoir, sur les territoires, aller plus loin dans les démarches qui vont être là pour entrer en synergie entre des entreprises variées et faire en sorte que finalement, collectivement, on arrive à diminuer toujours ces impacts. Alors, le master spécialisé n'est pas ouvert, réservé qu'à des candidats, que de nouveaux diplômés, mais également est ouvert à la formation continue ou à des cadres ou des responsables d'entreprise. Qui sont vos candidats? Quels sont leurs profils? Alors, on a effectivement beaucoup de cadres d'entreprise, donc ces personnes qui sont responsables de projets en environnement et qui veulent aller plus loin, mais qui peuvent avoir tous les profils. C'est-à-dire que là, on a la première année qui va bientôt se terminer. On a quelqu'un qui est sur le traitement de l'air, ingénieur en traitement de l'air. On a un architecte, on a un économiste, une jeune fille qui a fait Sciences Po. On a des profils très variés. C'est ça qui est intéressant aussi parce que sur le terrain, on va avoir des acteurs très variés. Et ces acteurs, il faut qu'ils sachent ensemble progresser. Et donc, dans le master, on a aussi tous ces acteurs-là qui sont représentés par, alors on dit peut-être plus stagiaires de la formation continue, parce que c'est ouvert en formation continue. Le rythme, c'est 3 à 5 jours par mois, donc c'est possible à la fois pour un jeune qui va en parallèle être en stage ou avoir un contrat de professionnalisation, c'est le cas aussi pour certains. Et puis c'est possible pour les personnes qui sont en poste en entreprise et qui prennent le temps de se former. Donc c'est ouvert à l'alternance, ce MS est ouvert à l'alternance? Oui, tout à fait. Il peut être fait, il a été fait cette année par certains en contrat de professionnalisation. Mais en revanche, ils n'ont pas la thèse professionnelle à faire? Comment ça se passe? Alors si, le master spécialisé qui est accrédité par la conférence des grandes écoles, c'est le cadre de ce diplôme, est conditionné par la rédaction d'une thèse professionnelle qui correspond à un minimum d'un travail de 6 mois en entreprise. Alors, beaucoup de questions arrivent sur les frais de scolarité. Oui. Patrick vous demande quel est le salaire moyen à la sortie de l'EME. Nathan s'interroge sur les frais de scolarité sur des différents cursus. Et pour répondre, puisqu'ils nous suivent, Richard aussi demande quels sont les frais de scolarité. Est-ce que vous avez aussi des pistes pour les aider à financer leur scolarité et des petits conseils à leur donner? Vous avez une fondation, je crois. Alors, on a un fonds de dotation qui, pour l'instant, est en cours de structuration. On fait abonder les partenaires pour pouvoir effectivement aider des étudiants. Alors, l'aide que peut fournir l'école, c'est plutôt une aide pour des jeunes qui, au départ,
ont cadré leur financement et vont se retrouver, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on ne sait jamais dans la vie ce qui peut arriver, à avoir des difficultés, alors qu'a priori ils avaient cadré leur projet. Donc ces jeunes-là, on les laisse pas en route, on les aide pour qu'ils puissent arriver au bout de leur projet. Néanmoins, c'est vrai que l'école a un coût qui est de l'ordre de 4 500 € pour le bachelor, pour chaque année de bachelor, et d'un peu plus de 6 000 € pour les années d'ingénieur. Et ce coût-là, il faut réussir à le prendre en charge. Alors, côté ingénieur, les élèves peuvent bénéficier de bourses du Crous. Quand ils partent en Erasmus, qu'ils soient bachelor, qu'ils soient ingénieurs, là aussi, ils bénéficient de bourses Erasmus. On sait que sur les destinations d'Erasmus, certaines vont être difficiles d'un point de vue financier, en Europe du Nord en particulier. S'ils vont en Norvège, en Suède, il va falloir que le financement suive. Par contre, s'ils vont dans les pays de l'Est, on a des élèves qui, en Pologne, se retrouvent à faciliter leur montage financier parce que là-bas, effectivement, la vie est beaucoup moins chère. Donc la période à l'étranger est aussi quelque chose qui fait bouger un peu ces éléments de financement. Et puis, que ce soit bachelor, que ce soit ingénieur, la dernière année du cursus peut être faite en contrat de professionnalisation. Donc là, ça fait effectivement le début de la formation sur lequel il faut faire un effort, mais la dernière année qui peut permettre non seulement de ne pas payer ses frais de formation, mais d'avoir un salaire sur une douzaine de mois pour cette dernière année, donc qui finalement vient compenser l'effort qu'on a pu faire en début de formation. Quelles sont les entreprises investies qui vous soutiennent, qui vous aident, qui participent sans doute, et qui aussi sont très attirées par les VIE, qui sont une autre forme qui peuvent aider certains ingénieurs à poursuivre ou à avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Qui sont nos partenaires? L'école est une association, donc l'école a un conseil d'administration où sont présents des entreprises. Donc Veolia est par exemple présente au conseil d'administration, et vous parlez de VIE, j'ai en mémoire une jeune fille qui a fait un VIE à Londres, qui est partie avec Veolia sur ce modèle-là. On a toujours dans notre domaine des éco-entreprises, Cita aussi, qui est la filiale déchets de Suez. Et puis on a aussi des plus petites entreprises, et en particulier l'association des Bretagnes éco-entreprises, qui est à côté de nous aussi. Donc là, 70 entreprises à peu près qui sont vraiment dans notre secteur, qui sont des petites entreprises et qui sont à nos côtés aussi, tous les jours, que ce soit pour la formation, pour prendre des élèves en stage, pour intervenir, pour faire visiter des sites aussi. Donc beaucoup de liens avec les entreprises. L'école, c'est plus de 300 élèves. Ils partent tous en stage chaque année. Donc c'est forcément 300 entreprises qui vont signer des conventions chaque année avec l'école. Donc forcément un réseau qui, au bout de plus de 20 ans, est conséquent. Si on lit les taux d'insertion professionnelle, notamment celle de la conférence des grandes écoles, vous avez des taux quand même, et même de bachelor, ce sont des taux assez honorables dans un secteur parfois fluctuant, si je puis dire. Quels sont aussi les salaires de sortie et quels sont ces taux et donc quel secteur en particulier vont-ils? Bureau d'études, entreprise? Alors on a en général un tiers des élèves qui va dans ce qu'on appelle les éco-entreprises, ces entreprises qui sont au service des autres pour l'environnement, donc stations d'épuration, déchets, tous ces sujets-là, traitement de déchets toxiques. Un tiers d'élèves donc prend cette voie-là, commencent par prendre cette voie-là, on va dire, dans leur carrière, pour finalement être dans tout ce qui est pragmatique, le concret de ce qu'ils ont appris. Un tiers va en bureau d'études, association, enfin autre activité, et puis un tiers en industrie, parce que toutes les industries ont besoin de responsables environnement quelque part. Donc on est vraiment très très répartis. On a aussi des élèves qui vont bien sûr dans les collectivités. On peut retrouver des élèves à l'ADEME, on peut les retrouver un peu partout dans le monde de l'environnement. Est-ce que ce sont des métiers rémunérateurs? Alors, pas spécialement. C'est vrai que quand on va dans la finance, on s'attend à des salaires plus élevés. Néanmoins, l'ingénieur doit commencer dans les 35 000 € bruts par an, avec souvent des avantages qui viennent compléter ces éléments-là. C'est vrai que oui, c'est un domaine où on est plus raisonnable, on va dire. C'est peut-être la responsabilité sociétale des entreprises qui a déjà un effet, mais dans les salaires.
Ce live touche à sa fin. Dernière question avant de rendre l'antenne. Quelles sont les perspectives de recrutement demain? La transition énergétique est en cours, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une émergence, des métiers émergents, des compétences dont on aura besoin et qui aujourd'hui sont en train de, pardonnez-moi la redondance, mais ils sont en train d'émerger? Oui, alors effectivement, on a besoin de compétences, on a besoin de compétences pragmatiques sur l'échelle du territoire. C'est aujourd'hui ce qui apparaît le plus, c'est-à-dire qu'on a eu les échelles de l'entreprise qui s'est améliorée. On a besoin aujourd'hui d'aller sur l'échelle du territoire qui s'organise mieux pour tenir compte de tous ces éléments-là. On a des éléments, alors l'environnement est un secteur qui se positionne plutôt un petit peu mieux que la moyenne. Alors il faut regarder dans le détail quand même, hein, c'est pas, mais bon, il y a quand même régulièrement quelque chose qui bouge toujours un peu plus que la moyenne. De ce côté-là, on a beaucoup d'études qui sont données par le ministère du Développement durable. Alors je donne pas le nom entier, hein, mais beaucoup d'études régulières qui sont disponibles et j'invite les internautes aussi à aller sur ce site parce que là, sur tout ce qui est métier, il y a un beau travail de fait et qui leur donne bien des éléments concrets. Et votre site web de l'EME? Rappelez l'adresse. école-eme.fr. Ce live touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour vos questions. Merci Madame Decailleux d'y avoir répondu en toute transparence. Et je vous retrouve très bientôt sur un live Studyrama TV.